Bien sûr. Assez honoré de débuter cette journée et j'en profite pour remercier en particulier Sandy et Béatrice pour l'ensemble de l'organisation, évidemment ceux et celles qui les ont aidés et surtout d'avoir accepté ma proposition. Donc, comme l'a dit Christophe, c'est une communication qui va prolonger en partie, je dis prolonger, mais il va y avoir des communautés avec ce que notamment Jaco van der Sterkenberg a dit hier, puisqu'on partage pour partie les mêmes terrains. Donc, il est question ici du rapport entre le sport et les médias, et notamment d'iconocratie médiatique. C'est un terme qui vient de la philosophe Marie-Josée Monzen, spécialiste des images, donc qui l'a défini en ces termes. Mode de gouvernement par les images, une organisation du visible, donc vous avez des mots forts, image et visible, et il y a l'idée que l'image, évidemment, exerce un certain pouvoir sur l'opinion publique. Alors, on prend ce postulat de l'iconocratie, sachant que, bien évidemment, on n'est pas dans une perspective critique et que cette iconocratie est un peu relative. Donc, et appliquée au sport en tant que phénomène de masse. Donc, évidemment, le sport est un théâtre d'hypervisibilité médiatique qui, d'une part, sédimente la mémoire collective et, d'autre part, renforce les représentations stéréotypées des événements comme des figures qui en émergent. Je répète et je réitère le fait qu'on se détache un petit peu d'une démarche critique, mais néanmoins, l'un des constats que l'on peut émettre suite à un certain nombre de recherches et d'enquêtes, c'est que les médias de masse pourraient agir comme des dispositifs aussi à discriminer et à fragmenter les identités. On pourrait presque dire les émietter, comme nous allons le voir, par la multiplicité des commentateurs qui agissent dans la presse, mais aussi compliqué par l'ensemble des commentaires sur les réseaux sociaux. Donc il s'agit d'analyser des représentations médiatiques et de discuter l'hypothèse selon laquelle cette fameuse iconocratie du sport agit comme une résistance même à la notion de diversité. Le média étant contraint par le temps, comme vous le savez, et ce média tend par nature à une vision quelque peu relative, univoque, voire même simplifiée dans certains cas du monde. La problématique générale donc, que pose cette communication est la suivante, c'est quelles informations contient une représentation médiatique de sport, qu'elle soit visuelle, dans le cas de la photographie, du dessin, de la caricature, etc., ou audiovisuelle, et par extension, quel type de commentaires suscite-t-elle, tant de la part des professionnels que de la part du grand public. Évidemment, le concept d'identité va traverser la communication et s'intéresser à des figures anciennes et des figures contemporaines du sport issues de la diversité. Il s'agit, pour le dire de manière politiquement correcte, bien que ce terme a été défini, redéfini, requalifié, d'exemples d'athlètes non blancs, principalement, et finalement, à bien y réfléchir, c'est une question qui est relativement contemporaine, en tout cas fraîchement contemporaine, puisque dimanche dernier, certains d'entre vous ont pu écouter l'entretien qu'a accordé Samir Nasri, donc ancien international de football à Canal+, lorsqu'il dit que sa non-sélection est due à ses origines, et il a associé à ses critiques ses coéquipiers, ses anciens coéquipiers, Karim Benzema et Hatem Ben Arfa. Donc pour ce faire, nous proposons d'articuler la communication en trois temps. Un premier temps, replacera le contexte historique, notamment au niveau de la Belle Époque. Il ne s'agit pas de revenir trop loin, mais de rappeler d'où viennent ces problèmes liés à la question de la diversité, puisque la Belle Époque, c'est aussi l'éclosion de la presse, et il faut considérer le contexte au plus juste. En d'autres mots, les conditions historiques, sociales et intellectuelles qui favorisent l'émergence de discours médiatiques et qui, in fine, permettent de comprendre pourquoi l'affichage puis la banalisation ordinaire de la diversité posent encore problème à notre époque. Alors, je veux parler évidemment du racisme, mais on peut parler aussi du sexisme qui interviennent dans les articles et les commentaires sur les réseaux sociaux. Un deuxième temps, donc, affichera
quelques figures. Donc on les présentera plus simplement, mais peut-être mériteront-elles quelques commentaires lors des discussions qui suivront. Et je pense notamment à O.J. Simpson, à Tiger Woods, je pense au footballeur belge Lukaku notamment, etc., etc. Et enfin, on conclura par des propositions sur le concept d'identité au prisme de la diversité. Donc, un esprit du temps. Cet esprit du temps, le racisme à la belle époque, donc 1900-1930, c'est un petit retour dans le temps, vous allez me dire, mais me semble-t-il nécessaire à rappeler. Donc dans la première moitié du XXe siècle, il y a une éclosion de la littérature scientifique et journalistique sur les sportifs noirs, et une littérature qui est relativement explicite, puisque les articles que l'on peut trouver, notamment, si vous allez faire un tour, c'est là où j'ai trouvé toutes mes sources, c'est sur Gallica. Donc tous les articles se fondent sur des rancœurs, des préjugés raciaux et un rejet total des sportifs noirs, parmi lesquels on peut citer... Alors effectivement, on peut citer le cycliste américain Major Taylor. Donc vous voyez que ces images sont issues du fonds Roll, l'agence Roll. Pour les étudiants et puis pour mes collègues qui s'y intéressent, vous pouvez avoir une mine incroyable d'iconographie de l'agence Roll sur Gallica. Donc le cycliste américain et puis le footballeur d'origine guyanaise, Raoul Diane, premier joueur noir à porter le maillot de l'équipe de France. Donc durant l'entre-deux-guerres, le racisme existe du fait d'une intendance coloniale qui tente de résister à l'émergence du sport indigène. Alors, toutes ces affirmations, ces propositions viennent de travaux d'historiens du sport comme Philippe Tétart, Paul Ditchy, Stéphane Morlan, Yvan Gastaut et un certain nombre d'autres, Alfred Wahl, qui a fondé l'histoire du football et qui l'a légitimé à l'université, enfin, etc. Donc je dois beaucoup à leurs travaux. Alors, par exemple, les journaux américains, à cette époque-là et un peu plus tard, minimisaient les victoires afro-américaines comme celle de Jesse Owens au JO de Berlin en 1936. Alors, si en Amérique c'est très fort, en France, le constat est un peu plus nuancé parce que l'angle de la presse illustrée, dont vous voyez un certain nombre d'exemples ici, n'est pas systématiquement orienté vers les préjugés raciaux. Dans certains cas même, la dimension raciale de l'identification demeure souvent en second plan, même elle peut aussi complètement disparaître. Et à l'instant, nous évoquions le cycliste Major Taylor. Lui, il est arrivé en France en 1909. Vous avez une illustration là. Et évidemment, pour lui, la France est beaucoup moins virulente que les États-Unis. Ils se sont beaucoup plus à l'aise en France, parce qu'aux États-Unis, c'est un pays, comme vous le savez, violemment ségrégationniste à cette époque. Et en comparaison, les journaux le traitent avec une certaine bienveillance, avec respect. Les images le subliment. Et précisons ici qu'il s'agit d'une presse extrêmement populaire. Pour ne prendre qu'un seul exemple, l'Auto, par exemple, a multiplié ses ventes en 30 ans. En 1903, c'était 700 000 exemplaires. Imaginez ce que ça signifie aujourd'hui. Et en 1903, 700 000, et en 1933, 700 000, alors qu'en 1903, c'était 20 000. Pardon. Alors, on n'en est pas encore, évidemment, au phénomène moderne des réseaux sociaux, mais néanmoins, le sport fait partie des discussions ordinaires. Dans le domaine du football, le fait raciste n'est pas systématique à cette époque non plus. L'époque est à l'indigéniphilie, excusez-moi pour ce néologisme. C'est le succès du jazz à l'époque, c'est le succès de Joséphine Baker, c'est le succès, la fascination pour la revue nègre aux Champs-Élysées, où c'est aussi l'intérêt des surréalistes pour les arts premiers et la sculpture africaine. Donc on voit qu'il y a une certaine complexité à analyser les discours médiatiques sur la diversité, parce que ça tient de l'antagonisme historiographique entre les tenants d'un racisme qu'on peut qualifier d'endémique, d'un racisme plutôt nuancé, même si c'est un fort paradoxe. Et il y a un cas particulier qui a été observé par l'un de nos collègues, Philippe Tétart, qui est Battling Siki. Donc Battling Siki, qui est un
un boxeur sénégalais, enfin français, natif du Sénégal, et qui est assez emblématique de cet esprit du temps parce que, à cette époque, quand même, les sportifs noirs souffraient d'une forme de stigmatisation. À l'exemple, encore aujourd'hui, enfin, notre plus proche de Marie-Jo Pérec. Rappelons que Marie-Jo Pérec était qualifiée de gazelle des Antilles, ou que, par exemple, Bafétimbi Gomis se prêtait au jeu des stéréotypes en mimant une panthère pour célébrer chacun de ses buts. Donc, pour revenir à Batting City était une personne intéressante parce qu'il a vaincu une légende du sport hexagonal qui est Georges Carpentier, un boxeur, champion d'Europe, champion du monde, et évidemment, sa victoire a suscité un certain nombre de commentaires dans les journaux. Pour le parcours de Battling City, il faut savoir que après avoir battu Carpentier, il a été assassiné en 1925 à New York. Donc une tragédie, une vie tragique que les journaux ont présentée comme logique. Il ne pouvait pas lui arriver mieux, c'est ce qu'il attendait, etc., etc. Alors, tout à l'heure, j'évoquais l'engouement de la presse à cette époque en termes de diffusion et de réception. À titre d'exemple, pour continuer sur les statistiques, sur les chiffres, 4,5 millions d'exemplaires sont distribués chaque jour. Et donc, on voit bien que l'impact populaire est énorme, d'autant qu'il y a le phénomène de lecture multiple qui s'ajoute à ça. Et évidemment, ce sont près de 18 millions de lecteurs, soit 46% de la population qui s'intéresse au sport. La presse, notamment de une, là, qui parle d'ailleurs du match Carpentier-Siki. Donc la presse est à l'avant-garde et en général, les gens l'achètent uniquement pour ses rubriques sportives ou hippiques. Alors, si on compare aujourd'hui, l'audience sur Twitter, c'est 34%. Donc, on a d'un côté 46%, d'autre 34%. Bon, je sais qu'il faut évidemment aller plus loin, mais néanmoins, les phénomènes sont importants. Il faut noter aussi que Siki a bénéficié de plus de 400 articles éditoriaux et entre 1920 et 1925. Donc, très rapidement, pour ne pas insister sur la partie historique, on voit qu'on parle de Siki notamment comme d'un produit des colonies, dont la culture physique est à encourager. On évoque la mode des sportifs noirs. Et on conclut de manière caustique de la part d'un rédacteur anonyme, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, les rédacteurs étaient souvent anonymes. Il est à craindre qu'un manager de jazz band, après l'avoir vu encaisser, ne s'arrache du ring pour lui offrir un emploi de grosse caisse avec chapeau sénégalais. Donc vous voyez, il y a des commentaires assez caustiques, assez méprisants autour de Siki, et on dit notamment qu'il a gagné parce qu'il y a eu un vilain match, et on parle même de son agilité d'anguille, par exemple. Pour terminer sur ce cas, un écrivain, Paul Langlois, journaliste et écrivain Paul Langlois, qui suit Siki, commande de la façon suivante: une foule acclame d'instinct un taxi doux noir, très noir, sort le vainqueur d'hier, et un peu plus loin, le rire de Batling s'épanouit, rouge et blanc, sur un fond bronzé. Donc, si on s'intéresse aux figures emblématiques, après avoir posé le cadre historique, on se rend compte que cette contextualisation permet notamment de regarder notre époque sous un autre angle. Si l'on prend les cas des unes de l'équipe des 6 derniers mois, c'est-à-dire 26 numéros à peu près, 6 mois et demi, voilà, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien que sur 26 numéros, vous avez à peu près 14 sportifs non blancs qui font la une, dont principalement, il faut s'y attendre, le football, ensuite la boxe, ensuite les sports américains, et l'athlétisme, et enfin d'autres disciplines comme le tennis, le vélo, le bateau, le ski et le rugby. Il y a 14 sportifs non blancs, 8 sportifs blancs, 2 LGBT, dont un coming out d'un homosexuel et un sportif transsexuel, Millard, le cycliste britannique, et enfin 2 sujets de société. Voici quelques exemples que nous pourrions commenter après lors de la discussion. Vous avez un certain nombre d'exemples, donc vous voyez que là, on a affaire il y a des références tribales, il y a des références coloniales, il y a des situations, enfin, etc.
il y a des renvois. D'autres exemples, les sportives féminines. Donc aussi, il y a quelque chose qui renvoie à une forme de stéréotypie. Les deux unes concernant le coming out du rugbyman et donc le changement de sexe de Robert Millar, donc, qui est quand même une nouveauté. Et enfin, parmi les deux sujets de société, il y a celui sur les règles des sportives qui a été largement commenté. Alors, deux exemples très rapidement, encore une fois, qui pourront être prolongés par la discussion. O.J. Simpson. O.J. Simpson, vous le connaissez tous, c'est un sportif qui dit « Je ne suis pas noir, je suis O.J. ». Il est âgé de 70 ans aujourd'hui. Il vient d'être libéré le 1er octobre après 9 années d'emprisonnement lors d'une audience suivie par 13 millions. Enfin, globalement, O.J. Simpson, c'est 20 années de surexposition médiatique. Il a été construit et il a sollicité les médias jusqu'au documentaire Fleuve sur Arte, que je vous conseille, qui s'appelle O.J. Made in America, qui dure à peu près 8 heures. Donc, il est accusé d'un double meurtre, etc. Son procès est suivi par 155 millions de téléspectateurs pendant 11 mois. Et il dit globalement qu'il n'est pas noir. Et puis tout d'un coup, il change. Il dit « Je n'ai jamais oublié ma communauté en s'engageant avec Nation Islam », etc. Et qu'est-ce que c'est O.J. Simpson ? C'est un sportif pauvre, un enfance pauvre à San Francisco, devenu multimilliardaire, célèbre joueur, qui a toujours refusé de s'engager pour les droits civiques des citoyens afro-américains alors que c'était une période de lutte très importante. Et il a longtemps fait figure de mauvaise conscience à l'Amérique blanche, et il apparaît volontiers dans les talk-shows, dans les publicités, dans les films, dans les séries, etc., etc. Évidemment, après sa gloire, il chute, excès de violence, d'alcool, de drogue, et sa trajectoire en montagne russe a évidemment accentué son identité médiatique. Il faut savoir qu'il jouait pour l'USC, et l'USC, c'est une université qui se situait à côté du quartier de Watts. Watts, c'est là où il y a eu les fameuses émeutes qui ont marqué l'histoire des États-Unis. Autre cas, ok, 5 minutes. Donc, autre cas, c'est Tiger Woods. Donc, Tiger Woods, c'est à peu près la même chose, qui a aussi été qui a profité, a été victime du déballage public. Mais que dire sur ces deux pourquoi on associe ces deux-là? C'est parce que dans le cadre de ces déballages publics, que se passe-t-il? C'est que la loi américaine, quand même, oblige les policiers à mettre en image les consultations libres pour des raisons de transparence. D'où photographies et séquences télévisuelles qui retracent leurs péripéties. Alors, je vais simplement, pour aller vite, parce qu'il me reste à peu près 5 minutes, je vais simplement citer des sportifs qui pourraient vous susciter des échanges. Stephen Curry, donc sportif américain qui a refusé de s'agenouiller. Colin Kaepernick, donc, qui lui a enclenché, pourrait-on dire, ce mouvement de contestation consistant à se mettre à genoux pendant l'hymne. Alors c'est quelque chose qui est assez intéressant, puisque l'idée de se mettre à genoux en sport, c'est l'idée de gagner du temps, alors que dans les médias, la réalité, il faut aller toujours plus vite. Donc il a proposé de gagner du temps, donc Kaepernick, qui lui-même a suscité toute une série. Il y a le cas de Lukaku récemment. Lukaku, donc sportif footballeur de Manchester, d'origine footballeur belge, qui a donc été moqué. Il y a eu un chant qui n'était pas dénué d'humour, si vous voulez, mais sur le supposé préjugé que les sportifs noirs étaient hypersexués. Je vous fais écouter ce chant qui dure 30 secondes, même pas. Alors, on ne peut pas l'écouter. Ah, donc ça fait rien. Donc c'est ça, vous avez les paroles. Je vous laisse les découvrir, ces paroles. Alors, je terminerai simplement, donc, paroles... Ah, voilà. Vous avez ces paroles. He's a Belgian scoring genius with a 24-inch penis scoring on the goal.
donc il y a toute une série de controverses qui a eu lieu sur les réseaux sociaux. Donc des éléments de conclusion sur la diversité et l'identité et quelques pistes donc, de réflexion. Donc le pouvoir spéculaire des écrans renvoie un reflet équivoque de la diversité, ça a été dit hier, et par essence génère un conflit identitaire qui résulte d'une inscription au cœur de multiples scènes médiatiques. Comme on a pu le voir, un sportif doit traverser tous les terrains, les vestiaires, le plateau de télé, le spectacle, la politique parfois, et dans les cas extrêmes, le terrain de la justice. Donc la diversité s'exprime plus généralement, ou s'affiche, au sens de s'afficher, en priorité sur des réseaux sociaux, avec plus ou moins de prudence, avec plus ou moins de maîtrise. Et il y a deux exemples contraires qu'on a juste vus très rapidement. C'est le cas de Kaepernick aux États-Unis, ou l'affaire des insultes de Georges Aurier, par exemple, sur Periscope. Et notamment, on voit dans l'analyse du concept d'identité qu'il tient compte du contexte historique, intellectuel et culturel de notre temps. L'époque de Battling City n'est pas l'époque de Mohamed Ali, et encore moins celle de Lukaku. Alors, quelle que soit l'approche théorique que l'on privilégie, l'élaboration de l'identité dépend donc de l'interaction du milieu en présence, comme on dit, en l'occurrence sportif et médiatique, et pour tout dire, spectaculaire et polémique. Le psychanalyste Georges Bloch a écrit que ce sont les milieux qui déterminent par leurs interférences et leur influence conjuguée ou antagoniste le système de représentation de chaque individu, ses normes de comportement et ses jugements de valeur. On admet généralement que l'identité des êtres est faite de langues, de pays, des lieux, des rues dans lesquelles ils ont vécu. Alors, au regard de cette proposition, qui mériterait un plus long développement, l'identité médiatique serait en partie le résultat d'une économie cognitive, en d'autres termes, emprunter la plus simple des trajectoires pour aller vers le stéréotype qui participe d'un héritage tel que j'ai pu le décrire en première partie à une période où la France était perçue comme une puissance impérialiste et marquée par un racisme certes nuancé, mais endémique tout de même. Nos esprits sont encore remplis d'une iconographie coloniale, solidement ancrée, pourrait-on ajouter. Certaines unes de l'équipe accentuent par des pauses des sujets, l'animalité du sportif et son corps hypersexué, dont a été victime Lukaku. Et constatons ici que le sportif issu de la diversité est souvent réduit à des traits dominants. En l'occurrence, une représentation médiatique s'apparenterait à une formule qu'on peut réactiver en fonction des circonstances, surtout lorsqu'elle implique des figures publiques comme les politiques. Rappelez-vous Christiane Taubira, ou sportive, et là les exemples ne manquent pas, et les motifs déclencheurs sont des faits tels que une intervention impromptue sur un réseau social, le refus de chanter l'hymne national, la conduite déviante, les fréquentations troubles, etc. Et malgré quelques tentatives louables d'affichage de la diversité dans les médias, comme l'intervention de la responsable de France Télévisions nous l'a laissé entendre hier soir, il existe tout de même des accords, des labels, une loi existante du 16 novembre 2001. Les sociétés occidentales restent assez figées dans leur représentation économique. Rappelons que l'affaire Théo, qui a fait grand bruit, dans ce cas-là, il y a quand même un syndicaliste, policier qui a quand même dit sur la 5, dans une émission politique, Bamboula, ça ne doit pas se dire, mais ça reste à peu près convenable. Donc l'identité est donc un concept utilisé pour parler de la diversité de l'individualité humaine. Il se réfère à une série de questions sur soi. Ces questions se rapportent au cas que nous avons évoqué. L'identité médiatique n'est pas forcément à comprendre avec clarté. Donc c'est le nœud des polémiques, pour terminer, qui naissent des controverses issues de l'exhibition complexe dans le champ médiatique. Une solution pour ces sportifs serait d'être en capacité d'infléchir leur propre développement ou à le modifier en fonction des contraintes du milieu. Exemple, Lilian Thuram, notamment. Permettez-moi de terminer en un mot en convoquant les travaux de l'ethnopsychanalyste Georges Devereux sur l'identité et la personnalité ethnique. Dans les années 70, il marque une distinction entre personnalité ethnique liée au comportement observé, exemple, mode de prise de parole, façon de s'habiller, façon d'agir, etc., et l'identité ethnique. Cette identité ethnique illustre l'idée, par exemple, qu'un spartiate ne peut être que soldat, ou qu'un noir ne peut être que footballeur ou musicien.
À l'inverse, l'identité ethnique d'un blanc, dans l'imaginaire collectif, peut être plurielle et multidimensionnelle, dont un fort décalage et une inégalité évidente. Et les discours médiatico-journalistiques participent à démultiplier la résonance de ces identités ethnico-culturelles et sexuées. C'est la question à saisir, et pas uniquement dans le champ du sport. Je vous remercie.